Bonjour à tous, nous sommes le 5 mars, le mardi 5 mars, et je profite d'un rayon de soleil pour vous faire voir le ciel. C'est tellement rare ici, c'est tellement rarissime que ça mérite qu'on s'attarde sur ce bleu ciel qui fait du bien quand même à l'âme, quoi qu'on en dise. Et c'est vrai que ce temps gris permanent, c'est quand même dur à vivre. C'est le problème de cette région. C'est le problème de cette région où il fait toujours gris. Mais voilà, le destin nous a un peu mis là où forcément on n'a pas forcément choisi. Et puis, je me vois pas trop changer de région. Qu'est-ce que vous voulez? Il faudrait que les circonstances m'y amènent. On a nos repères au bout d'un moment, des relations. Et voilà quoi. C'est pas évident de changer de région, surtout quand on est seul. C'est pas évident. Et puis les prix aussi. Ici, on a un mode de vie peu coûteux, mais on va voir si Cannelle est là. Cannelle, est-ce qu'elle est là? Oh oui, je crois qu'elle a faim. Je crois qu'elle a faim. Hein, Cannelle? Okay. Eh oui, viens là. Eh oui, bah viens. La voilà. Eh oui. Mais oui, c'est pour manger. Hein? Hein? Dis bonjour. Allez, dis bonjour. Hein? Voilà, c'est bien. Allez. Eh oui, eh oui, oui, eh oui. Ah oui, bah oui. Allez, oh, voilà. Ça va être bon, ça. Oh, ça va être bon. Voilà. Elle va bien se régaler, la petite. Hein? Voilà pour l'introduction de cette vidéo. Donc on va faire une balade là-haut. Et puis on va parler un peu de qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de quoi? Bon, écoutez, on va voir. On va déjà monter la côte. Alors oui, écoutez, ce matin j'ai fait des examens, comme je vous avais dit. Et le problème des hommes de mon âge, c'est quoi? C'est la prostate. On a tous le même problème. Et j'étais un peu angoissé parce que chaque fois je tremble quand je découvre mon taux de PSA. Et il n'est pas fameux. Je vous dirai pas, je ne vais pas quand même vous dire de combien il est, mais c'est pas terrible. Alors je sais qu'il y a un neurologue que j'avais vu, qui était pas mal dans une clinique à Cognac-Jay, je crois, quelque chose comme ça. J'avais cherché un neurologue qui était bien noté. Il m'avait dit, vous fiez pas trop au taux de PSA. Tout le monde parle du taux de PSA, mais il a dit, c'est normal en vieillissant d'avoir un taux de PSA qui soit un peu en dehors des cadres. Il m'avait un peu rassuré à l'époque, parce que déjà il était un petit peu au-dessus de la moyenne, enfin au-dessus de la limite. Et puis il m'avait donné un traitement. Et là je prends des courgettes, enfin pas des courgettes, des gélules de courge, des pépins de courge, en espérant que ça favorise la prostate, que ça fait en sorte qu'elle soit pas trop grosse, mais là, malgré les pépins de courge, le résultat est un petit peu en augmentation. Donc à surveiller, on va s'occuper de ça, on va voir. Mais enfin, vous voyez, ça fait partie des choses, quand tout va bien, quand la médecine fonctionne, tout ça qu'on peut suivre. J'imagine qu'en situation dégradée, comme on l'a évoqué, là, vaille que vaille, on fait comme on peut, avec les moyens du bord, mais bon. Mais je sais que je ne suis pas le seul, parmi les hommes de mon âge, à avoir des problèmes de prostate. Les femmes, c'est les seins, et nous, c'est la prostate. Et après,
tous les hommes, ils craignent le cancer de la prostate et les femmes, les cancers du sein. Voilà. Nous voilà bien, nous voilà bien avec ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'avais un traitement, mon père avait pris un traitement qu'il avait bien réussi, c'était les produits Benjenski. Autrefois, j'en avais fait une cure, ça dure 3 mois, enfin une cure de 3 mois de produits que j'avais importés, je crois que ça vient de Belgique. Là, j'ai peut-être eu tort de ne pas renouveler ma commande, mais le prix est très dissuasif. Alors les produits Benjenski, certains d'entre vous connaissent, je sais, parce qu'une dame m'en avait parlé, mais j'ai vu beaucoup de commentaires, enfin concernant les hommes, ça agit, ça fait rebaisser le taux de PSA pour certains. Il y a eu des gens qui ont, grâce à cette cure de produits, pendant au moins 3 mois, ils ont réussi à faire rebaisser leur taux de PSA. Puis c'est un anticancéreux. C'est Benjenski, c'est lui qui soignait Mitterrand. Et puis ensuite, il a été marginalisé, comme tous ces professeurs qui ont des traitements un peu alternatifs. Il n'a pas été reconnu, n'empêche qu'il a soigné Mitterrand. Et la femme a repris la suite. La femme, c'est une businesswoman, la femme à Benjenski. Puis sa fille continue. Ils sont aux États-Unis, New York. Des bureaux magnifiques là-bas. Et alors leurs produits, écoutez, j'espère qu'ils sont toujours de bonne qualité, j'en sais rien. Et puis leurs produits, ça coûte cher. La boîte de 80 gélules, ça coûte 80 €, quelque chose comme ça, 70 €. Et il faut en prendre 6-7 par jour. Alors vous voyez un peu, pour 3 mois, ça vous coûte 1000 €. Si vous voulez faire un traitement de 3 mois, les 2 produits qu'ils préconisent, c'est 1000 €. Évidemment, c'est pas remboursé par la Sécu. Alors vous me direz, quand c'est pour la santé, on regarde pas le prix, on fait des sacrifices. Mais je suis bien d'accord. C'est pour ça qu'une fois j'avais commandé quand même. J'avais dit tant pis, ça fait partie si c'est pour avoir une meilleure santé. Mais bon, là visiblement, ça fait longtemps que j'ai pas pris ces produits-là. C'est des compléments alimentaires. Et voilà quoi, ça fait peut-être 2 ans que j'en ai pas pris, ou 1 an et demi. Oh, plutôt, oui, 1 an et demi. Au bien tassé. Et du coup, ouais, c'est ça. Ah oui, 2 ans même, je dirais. Du coup, c'est évidemment que ça n'a pas d'effet. C'est trop loin. Mais je me disais qu'avec les pépins de courge et puis les gélules, que ça allait. Puis j'ai un produit complémentaire qu'on m'a donné aussi, c'est du palmier, je sais plus comment ça s'appelle. Palmier de Floride, mais je sais plus, c'est un autre complément alimentaire, ce qui fait que je prends pas de médicaments. Je prends que des compléments alimentaires, comme ça j'essaie d'avoir des traitements qui soient le plus naturels possible, pour éviter justement des médicaments qui ont des effets secondaires. Les effets secondaires, je l'ai vu, c'était pas agréable. Au début je prenais, mais le problème c'est que c'est pas agréable les effets secondaires. Et parce que il y a des bases hormonales dedans. Et ça, vraiment. Puis ça provoquait un inconfort chez moi. Ah, j'ai dit bon écoute, en cas d'urgence, je les reprends. Si j'ai des pannes urinaires, parce que ça m'est arrivé d'avoir une panne urinaire, là aussi, on dérouille et c'est horrible. Donc j'essaie d'éviter et d'avoir des produits complémentaires qui ne soient pas nocifs pour la santé. Parce que moi j'ai toujours peur aussi des effets secondaires. Bref, on en est là et comme beaucoup, je suis un peu, voilà quoi, c'est pas, j'appréhendais, j'avais peur que ça explose. Bon, ça n'a pas explosé le taux, mais quand même ça a augmenté. Et il faut que je m'occupe de ça. Et faut que je reprenne rendez-vous chez un neurologue, machin. Oh là, ça me gave. Moi j'aime bien vivre sans faire d'examen, mais là j'étais obligé, mais c'est pas gaieté de cœur. Moi je fréquente les médecins et les labos, mieux ça vaut. Je suis pas un grand amateur de la médecine.
Mais bon, mais parfois on n'a pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez, des fois, on est obligé d'y passer. C'est ça le souci. Mais comme je vous dis, si on était en situation très dégradée, je pense que le corps, il fait avec et puis c'est tout. Hein. On ne se regarde pas le nombril, on avance, on survit. Puis si on doit clamser, on clamse. C'est un peu ça, hein, la guerre. Alors là, il y a encore quelque chose qui fonctionne, difficilement, mais ça marche encore. On peut encore faire des analyses, on peut encore se faire soigner. Il y a encore, le système fonctionne, même s'il fonctionne mal, mais il fonctionne. Et donc, pour certains, il y en a qui, j'ai un ami, il me dit, il faut que je me fasse saigner la cataracte. Donc il veut précipiter son opération parce que lui, il craint aussi un effondrement de la société. Et il dit, moi, ça sera fait. Alors, on raisonne un peu, certains d'entre nous raisonnent comme ça. Ils se disent, c'est le moment de faire ce qu'il faut médicalement parce qu'après, on n'aura peut-être plus l'infrastructure qui nous permettra de nous soigner. Qu'est-ce que vous voulez? Et à un moment donné, on va être obligé de s'abandonner dans les bras de la Providence parce que on ne peut pas tout contrôler. On sait bien que sur cette terre, on ne peut pas contrôler. Et à la vitesse où vont les choses, qu'est-ce qu'on peut dire? Pas grand-chose. Soit c'est une forme c'est du poker menteur, soit on nous enfle moralement, soit il y a deux solutions. Soit on nous baratine, soit on nous manipule mentalement, et c'est du bluff, c'est que du bluff, tout n'est que du bluff, et en réalité il ne va rien se passer, si ce n'est une inflation, les prix qui augmentent, perte d'emploi, tout ce que vous voulez, société qui va mal économiquement, mais grosso modo, la situation continue à se dégrader petit à petit comme ça le fait depuis plusieurs années déjà. Et donc on va vivoter comme ça, dans une forme d'agonie lente, et c'est vrai que tout va être restreint, et qu'il y aura des mesures peut-être même pour nous restreindre nos libertés, etc. Bon, admettons que la situation dure, mais il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit majeur, il n'y a pas de déflagration brutale telle qu'on peut l'entendre ou l'imaginer. Bon, ça c'est une hypothèse. Deuxième hypothèse, il y a vraiment une guerre, on commence à envoyer des soldats en Ukraine, on est co-belligérants, et on déclare la guerre à la Russie. Donc deux possibilités là dans cette hypothèse. Soit la guerre, on fait la guerre par procuration en Ukraine, c'est-à-dire que nous on n'en subit pas les conséquences ou des conséquences légères par rapport à ce qui se passe en Ukraine, et on envoie nos soldats, nos armes, tout ça. L'OTAN envoie toute sa batterie, toute son artillerie sur le terrain ukrainien. Et il y a une guerre par procuration entre l'OTAN et la Russie qui se fait sur les terres d'Ukraine. Donc là, massacre à la tronçonneuse pour ceux qui vont évidemment sur le terrain ukrainien. Mais la population civile, elle reste plus ou moins préservée en Europe, continue à vivre sa petite vie, aller boire ses bières sur les terrasses de café. Et ma foi, on voit la guerre, mais de loin. Un peu comme en 14-18, quand les militaires se battaient dans les tranchées pendant 4 ans et revenaient à la ville, revenaient à Paris, et la vie était normale à Paris. Il y avait cette bizarrerie-là d'aurore d'un côté, de vie paisible de l'autre. Ça peut être une hypothèse. Troisième hypothèse, il y a une représaille des Russes, c'est-à-dire que soit ils utilisent des armes conventionnelles ou des armes atomiques, nucléaires, des bombes nucléaires ou tactiques qui nous touchent. Et là, c'est dégringolade absolue, c'est-à-dire désorganisation de la société, logistique totalement paralysée, plus d'alimentation, plus de médecins, plus d'armée, plus de policiers, plus de rien du tout, l'anarchie totale. Les magasins sont pillés en 2 jours et chacun se débrouille comme il peut, fait des milices pour s'organiser ou pas, beaucoup meurent, etc. Bon, ça c'est la troisième hypothèse, c'est la plus cataclysmique, la plus terrible et terrifiante. Mais il y a 3 hypothèses. Et dans ces 3 hypothèses,
on reste là pour l'instant à toutes les trois les envisager, en espérant que, évidemment, la plus terrible n'aura pas lieu pour nous. C'est normal, c'est logique de penser égoïstement, je dirais. Et donc, il y a ceux qui disent je crois à ceci ou je crois plutôt à cela. Chacun se positionne, mais ça vaut rien nos positionnements parce que personne ne connaît l'avenir et tout le monde ignore vraiment ce qui va vraiment, ce que les Russes ont dans la tête. On ne sait pas trop ce qu'ils pensent, leur stratégie. C'est pour ça que la situation, la période que l'on vit est très, très inconfortable, très pénible. Et puis on ne se projette plus dans l'avenir. Si on a encore un avenir, évidemment, plus on vieillit, moins on a d'avenir. Mais malgré tout, même en vieillissant, on fait des projets. On projette chacun à son niveau, mais chacun fait des petits projets d'investissement, d'amélioration de sa maison, j'en sais rien, des projets matériels, j'entends. Puis des projets culturels ou des projets communautaires. Mais il y a difficile là, et on semblerait que ce soit très compliqué de se projeter dans un paradigme qui est modifié et dont on n'a pas d'idée sur le long terme. On n'a pas de sécurité, on n'a pas de vision sur le long terme. Et donc c'est normal d'être dans cette incertitude et d'être un peu bloqué. Voilà. Donc on tourne toujours autour des mêmes questions. Et c'est dans cette configuration que notre moral, il est parfois un peu meilleur. Des fois il tombe. Ça dépend de notre état de santé, je le vois. Des fois, quand on est inquiet pour sa santé, notre moral, évidemment, il coince. Et puis, des fois, un rayon de soleil comme ça aide. Une balade dans la nature, ça aide. Et oui, on est tous un peu dans cette configuration-là, à balloter d'un côté puis de l'autre. C'est normal, c'est normal. C'est cette vie, c'est cette dimension dans laquelle on est, dont on n'a pas beaucoup d'indications sur sa signification profonde, et puis parce qu'on est devenu très ignare, très inculte sur la signification que pouvaient contenir certaines traditions, mais aujourd'hui on a décroché par rapport aux traditions, on a décroché par rapport aux enseignements. Aujourd'hui, pour être enseigné, il faut avoir déjà l'envie d'être enseigné, et je sais que on ne trouve plus cette qualité-là chez les jeunes, on ne trouve plus cette qualité d'attente, de respect, d'accepter d'être enseigné. Et j'en connais beaucoup qui prétendent savoir avant même d'avoir vécu. Donc vous pouvez pas être dans cette, vous pouvez pas enseigner si vous enseignez à des gens qui sont persuadés d'être supérieurs à vous, qui n'ont pas l'attitude et la déférence d'être dans celui qui apprend. Donc il y a une inversion aussi au niveau des générations qui fait qu'aujourd'hui, quel que soit votre âge et votre expérience, et même vos connaissances, les jeunes n'ont pas l'attitude d'humilité de recevoir ce qu'on pourrait leur donner, leur offrir. Ils sont trop pris par la modernité, par la technologie, par le modernisme et le progressisme pour entendre que des gens plus anciens auraient une autre connaissance qui n'est pas liée justement à des compétences informatiques et tout, mais qui sont liées à une connaissance intérieure, à une forme d'acquis intérieur qui pourrait être transmis. Donc on va peut-être mourir avec ce que nous avons appris, et encore ce que nous avons appris, c'est très très peu par rapport à ce que connaissaient certains anciens dans d'autres cultures où la tradition était très riche et les gens maîtrisaient énormément de choses, que ce soit sur le plan symbolique, ésotérique, occulte. Aujourd'hui, on a perdu pied dans le monde moderne et on est totalement déraciné et on ne maîtrise rien de tout cela. Ce ne sont ceux qui prétendent maîtriser sont des charlatans parce que c'est pas possible, si vous voulez. Les lignes temporelles qui nous relient au passé ont été sectionnées. On n'a plus de lien avec le passé ou avec ses connaissances. C'est comme ça.
on n'a que des intuitions, on sent les choses, on apprend autrement. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à formuler, mais on sent. On a cette connaissance dans nos gènes, dans notre ADN, on l'a, mais on ne peut plus la formuler. Et des fois, c'est des synchronicités qui font que on tombe sur un symbole, on tombe sur un texte, et ça réveille en nous des choses qu'on n'imaginait pas, qui dormaient, qui étaient en sommeil. En fait, c'est ça l'enseignement, c'est de réveiller chez l'autre des choses qui sont déjà en lui. C'est pas apprendre, apporter une connaissance. La connaissance, on l'a tous dans notre ADN. C'est mon hypothèse. Je pense qu'on a tous la connaissance dans notre ADN, mais c'est simplement l'initiateur, le mentor, ou le gourou, on l'appelle comme on veut, ou le prêtre. Il est là simplement pour stimuler, réveiller, comme la belle au bois dormant, qu'on va réveiller, que le chevalier va réveiller. C'est un peu ça. On réveille en nous la connaissance, parce qu'elle dort de cette connaissance. Elle est enfouie en nous, mais elle est présente. Et comment ça se manifeste? Ça se manifeste dans notre vie, au hasard, parfois des rencontres soit avec des humains, c'est-à-dire qu'on rencontre des gens qui nous parlent de certaines choses qui déjà en nous sont là, et on se dit mais oui, ah mais oui, ah mais oui, et on va des livres aussi, oui, les livres peuvent jouer une lecture, une parole, une lecture, un enseignement qui nous tombe entre les mains, et ça nous parle, ou la nature, dans la nature on fait des expériences avec les animaux, avec les arbres, avec l'environnement dans lequel on est, et d'un seul coup ça suscite en nous une forme de réveil, ça stimule cette partie endormie en nous qui est pleine de sagesse. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Mais on nous enseigne plus un savoir, une connaissance. C'est peut-être pas plus mal, parce que d'une certaine manière, ça donne une forme, ça restimule une forme d'authenticité, de mémoire. C'est pour ça, je pense que si toutefois, après les cataclysmes que l'on va vivre, ou tout au moins cataclysmes pas forcément matériels, j'en sais rien, parce qu'on est toujours sur ces trois hypothèses, mais en tous les cas, effondrement progressif ou brutal, eh bien peut-être qu'après, il s'agira simplement d'allumer le feu en nous, c'est-à-dire de réveiller, de stimuler certaines choses qui sont dans notre mémoire, c'est-à-dire dans notre ADN, et qui simplement nécessitent un éveil. Sauf qu'on n'a pas pour l'instant les mots pour plaquer, on n'a pas les mots pour dire ce que c'est, on n'a pas les mots, mais c'est quelque chose de commun entre tous les hommes, et tous les hommes ont cette connaissance, cette mémoire. Elle a pris des visages différents parce qu'on appartient à des cultures différentes, mais le fond est le même, la symbolique est le même. C'est pour ça qu'on retrouve à travers des symboles qui soient égyptiens ou chrétiens, en passant par la Grèce, etc., on retrouve des constantes. Et ces constantes, c'est des connaissances qui sont enfouies dans notre ADN, qui sont dans notre ADN et qui ne sont pas révélées. Et donc c'est là la révélation, c'est révéler ce que nous avons en nous, c'est réveiller. La révélation est une forme de réveil intérieur de nos mémoires. Et le jour où nous allons réveiller cela, la Terre va changer et l'homme changera, parce que la clé, elle est certainement là, elle se situe là. La clé de l'évolution de la nature ou de l'espèce humaine, elle est liée au patrimoine génétique que nous avons en nous, mais que nous ne savons pas stimuler ni éveiller. C'est pour ça qu'on parle d'éveil intérieur. C'est que ça. Éveil, c'est réveiller un acquis. C'est-à-dire que nous avons un patrimoine, mais nous n'avons pas la clé pour en profiter. C'est comme si nous étions intérieurement, nous possédions une mine d'or, mais que nous vivions comme des SDF, comme des malheureux, parce que nous n'avons simplement pas la clé pour ouvrir la porte qui nous permettrait d'accéder à cette richesse intérieure. C'est le problème, mais nous le savons. Quand nous interrogeons notre monde intérieur, nous savons qu'il s'y loge des choses importantes, parce que dans nos vies, nous avons eu des intuitions parfois éclairantes, où nous avons eu des expériences paranormales, où nous avons eu des
des moments particuliers dans notre vie où nous avons senti cette force-là. Elle est fugace, éphémère, certes souvent, mais elle est là. Et ça, ce que je vous dis, je suis sûr que vous le ressentez également. La véritable religion, c'est celle qui éveille. Le véritable rituel, c'est celui qui éveille et qui stimule. Mais comme dans toutes les traditions, les religions, elles sont tombées dans un conformisme, du coup, le conformisme a éteint l'efficacité du rituel. C'est-à-dire qu'on a répété les choses et progressivement, leur efficacité a diminué au fil des années et de l'usure, je dirais, de cette forme de technologie qui permettait de réveiller en nous celui qui dort ou celle qui dort, l'âme qui dort. Et tout le combat actuel, le combat spirituel, est autour de ça. Il faut bien le comprendre. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est le patrimoine intérieur de l'humain. Et la bataille, c'est de l'étouffer totalement, de tuer le cœur de l'homme, de tuer ce patrimoine qui demeure en l'homme. C'est pour ça qu'on s'attaque au gène humain, parce que l'adversaire, lui, connaît à la clé plus que nous. Nous sommes ignorants. Mais l'adversaire, lui, il est beaucoup plus instruit que nous sur ces questions-là. C'est pour ça que tous les êtres humains qui collaborent avec le mal sont dans l'occultisme et sont déjà dans le rituel. Et eux, ils ont des rituels efficaces. Et ils sont dans un occultisme et un ésotérisme aussi très, très approfondi. En face de nous, ils ont plus de connaissances. Nos adversaires nous connaissent mieux que nous-mêmes. C'est ça la clé aussi. Et donc, ils savent comment nous atteindre, ils savent comment nous tuer, ils cherchent à nous tuer, ils cherchent à tuer en nous ce patrimoine que nous avons en nous, qui est un patrimoine, je dirais, entre guillemets, divin, et c'est ça qu'ils cherchent à atteindre. Et c'est pour ça que leur philosophie, c'est une philosophie mortifère. C'est pour ça qu'hier, ils étaient heureux avec l'avortement parce qu'ils savent que ça participe à la fin de l'humain tel qu'il est. En tous les cas, à la fin du patrimoine à la fin de ce patrimoine génétique qui est dans l'humain. C'est plutôt ça exactement. Et donc, ils étaient comme hystériques, ils avaient comme une jouissance presque satanique. Pourquoi ? Parce que l'adversaire veut tuer ça, veut tuer dans l'œuf l'âme humaine, le patrimoine divin qui demeure en l'homme. Parce que l'homme est un temple, ça a été dit ça dans les religions. Et ce temple-là, il renferme ce trésor qui est endormi, comme le mythe de la Belle au bois dormant. C'est ça, la signification du mythe. Je fais attention si on ne me regarde pas, parce que si quelqu'un d'ici m'écoute, il va dire « Mais celui-là, il est fada, qu'est-ce qu'il raconte avec ses histoires ?» Donc je pense que l'adversité actuelle, elle est là, l'enjeu est là. Et c'est pour ça qu'on est dans un combat spirituel et qu'il se manifeste visiblement. On le voit, on le distingue, on le sent, on le ressent, cette adversité. Il y a une véritable adversité et les gens comme nous, il est évident que si on n'est pas protégé par le destin ou par des entités protectrices, on est foutu, on est mort. Si on n'a pas une protection surnaturelle, on est voué à mourir, à disparaître. Si on est encore en vie et si encore on peut s'exprimer par rapport à ce que je vous dis là, c'est qu'on nous permet d'exister encore, on nous donne encore un laps de temps. Mais c'est juste que nous sommes dans un combat, nous sommes des combattants, nous sommes des gens qui nous battons pour justement délivrer la princesse qui est enfermée dans sa tour, qui est gardée par le diable, évidemment, par le démon. C'est toutes les mythologies, vous verrez, il y a plein de mythologies autour de ça. Mais on tourne autour de cette question. C'est pour ça que tous les films, toutes les mythologies, les histoires autour du Saint Graal, tout ça nous marquent, nous pénètrent, parce qu'elles sont en nous, inscrites en nous. C'est un patrimoine que nous avons en nous et qui nous parle. À chaque fois que nous regardons des images ou des films autour de tout ça, on est touché, on est toujours touché, parce que ça nous parle. Voilà. Ça nous réveille, ça nous éveille. En tous les cas,
c'est bien agréable, en tous les cas, de se promener ainsi. Ça change. Oh, c'est une vie de moine que j'ai. C'est une vie de moine, une vie simple, une vie austère, je dirais presque. Et oui. Mais c'est peut-être pour ça qu'on approfondit, que les choses se font progressivement. C'est vrai que là, je peux dire qu'en ce moment j'ai une vie un peu austère. C'est pas plus mal. C'est comme ça aussi qu'on peut avancer. Alors, évidemment, j'ai un regard très pointu sur l'actualité. Parce que je suis à l'affût des événements qui seraient porteurs d'un sens. Pour ça, je fais attention à tout ce qui se dit, ce qui se fait, parce que j'essaie de suivre le plan, l'application du plan, pour le combattre, pour être contre, pour le contrer en tous les cas, intérieurement. Voilà. Bon, je pense que c'était pas mal ce qu'on a dit. Je vais vous laisser, je vais continuer ma balade tranquille et je vous souhaite une bonne soirée.